Eh bien, salut les barons, on se retrouve pour le second épisode des Aventures du Doc. On est à Florence, comme vous pouvez le constater, il y a derrière moi la cathédrale Santa Maria et son dôme. C'est aussi la ville de Machiavel, la ville de Dante et des Médicis. On va passer 2 jours sur place. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti, générique. Après quelques jours à Venise, je continue mon voyage en Italie et j'arrive à Florence, capitale de la Toscane. Ce qui est extraordinaire avec cette ville, c'est le patrimoine culturel et artistique juste incroyable. Et je vais pouvoir m'en rendre compte dès les premières heures en allant devant la cathédrale Santa Maria del Fiore, qui est surtout connue pour son dôme gigantesque. Quand on se met au pied de l'édifice, on est écrasé à la fois par sa beauté et son aspect monumental. Devant la cathédrale, il y a également le baptistère Saint-Jean. Vu que la cathédrale était fermée, j'ai donc cherché une trattoria pour le repas du soir pour me remplir la panse et mon gosier. J'ai mangé à Dante et Béatrice, très bon restaurant, un peu cher mais je vous le conseille. Le lendemain matin, je suis donc allé visiter la cathédrale Santa Maria del Fiore. Cette dernière a été construite en 1296 et les travaux se sont terminés en 1436. L'édifice est au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982 et ce qui est très impressionnant, c'est bien entendu le Grand Dôme, qui est d'ailleurs le plus grand du monde et qui est beaucoup plus beau de l'intérieur, mais également le niveau de détail de la façade. Je vous conseille par contre de prendre les billets bien en avance parce que le jour J, ils avaient tous été vendus. Si vous pouvez, essayez de faire des visites guidées car ça apporte toujours une plus-value même si on paye plus cher. Ce qui frappe de suite quand on rentre dans la cathédrale, c'est qu'elle est beaucoup plus sobre à l'intérieur qu'à l'extérieur, si on ne compte pas le dôme, bien entendu. Cependant, il y a une curiosité qui vaut le coup d'œil. Il s'agit de l'horloge liturgique de Paolo Uccello. L'aiguille tourne à l'envers sur un cadran avec les 24 heures de la journée, sauf que la particularité, c'est qu'elle compte à partir du moment où le soleil s'est couché. C'est pour ça que l'horaire indiqué n'est pas celui d'une montre standard. Mais on ne peut pas aller visiter la cathédrale Santa Maria del Fiore sans admirer le dôme. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce dernier, tant il est unique. La coupole mesure 35 mètres de hauteur et 45 mètres de diamètre. Il a fallu 4 millions de briques pour le construire et il pèse 37 000 tonnes. Son histoire est la suivante. En 1418, la ville de Florence organise un concours afin de déterminer le meilleur plan pour construire un dôme. Filippo Brunelleschi, architecte florentin, propose alors un projet, mais les autres candidats se moquent de ce dernier. Alors il lance un défi aux concurrents, faire tenir en équilibre un œuf debout sur du marbre. Personne n'y arrive, sauf Brunelleschi lui-même, qui écrase légèrement la base de l'œuf. Il est alors chargé du projet avec Lorenzo Ghiberti, un orfèvre florentin. Mais Brunelleschi, c'est un architecte de talent qui a certaines techniques qui appartenaient aux Romains et il les reproduit sur le dôme. En tout, les travaux vont durer 16 ans malgré le projet pharaonique. La décoration intérieure a été réalisée par Giorgio Vasari qui voulait être à la hauteur de Michel-Ange. Il s'agit d'une représentation du jugement dernier qui s'étale sur 4000 mètres carrés. Alors, cette fresque est impressionnante puisqu'il y a en tout 700 personnages avec des anges, des âmes, des personnifications, des personnages religieux, des animaux, il y a aussi également des démons. Et on retrouve au centre le Christ en majesté, c'est-à-dire dans sa forme pantocratique. Dans la cathédrale, il y a également une peinture de Dante avec une représentation du paradis et de l'enfer comme dans la Divine Comédie, et il est possible de distinguer la ville de Florence avec le dôme. Après la visite, je suis passé devant le baptistère Saint-Jean et j'ai pris la Via del Casuali. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais il s'agit d'une des artères principales commerçantes de Florence. C'est là qu'on se rend compte que la ville était extrêmement puissante et riche et je me suis dirigé vers le Palazzo Vecchio. Le Palazzo Vecchio a été construit en 1299. Il s'agit du haut lieu de l'exercice du pouvoir politique à Florence. C'est en somme l'hôtel de ville. Il y a devant le palais un certain nombre de statues, notamment le David ou l'enlèvement des Sabines. Mais attention, ce sont des reproductions. Il y a également sur la façade un certain nombre de blasons qui représentent les différentes alliances politiques qu'il y avait dans Florence. Mais avant de débuter la visite du Palazzo Vecchio, il fallait bien que je mange un morceau.
Je suis donc allé à l'Osteria Vecchio Vicolo, un restaurant qui se trouve non loin du palais. C'est très sympathique à l'intérieur puisqu'ils ont reproduit une sorte de petit village italien. Ils m'ont offert du vin, ce qui est fort sympathique, et il y a un très bon rapport qualité-prix. Je suis retourné plusieurs fois dans ce restaurant-là en particulier, car quand je suis en voyage et que je tombe sur un bon restaurant, je préfère y retourner qu'aller dans un attrape-touriste. Donc je vous conseille véritablement cette adresse si vous êtes à Florence. Devant le Palazzo Vecchio, il y a deux statues. La première, c'est le David de Michel-Ange, mais il y a également Hercule et Cacus de Donatello. Cependant, ces deux statues sont des reproductions, vous verrez notamment le David un petit peu plus loin dans le vlog. Une fois que l'on pénètre dans l'édifice, on arrive dans la première cour, ou la cour dite de Michelozzo. C'est particulièrement magnifique, c'est richement décoré, et il y a notamment une statue de bronze de l'enfant au dauphin d'Andrea del Verrocchio. Les peintures sur les murs ont été réalisées par Vasari, celui qui a peint la fresque du dôme. Après avoir monté les escaliers, j'arrive dans la salle des 500. Il y a sur les murs des immenses fresques qui représentent d'un côté la bataille d'Anghiari et de l'autre celle de Cassina. Pour la petite anecdote, ce sont les deux plus grands artistes florentins de l'époque qui devaient les réaliser. D'un côté, Léonard de Vinci devait faire celle sur Anghiari et Michel-Ange celle sur Cassina. Les deux œuvres furent malheureusement inachevées. Les deux hommes avaient une importante rivalité et Léonard de Vinci n'aimait pas le caractère de Michel-Ange. Cependant, il faut noter que Léonard de Vinci était connu à l'époque pour ne pas honorer la plupart de ses commandes. Il commençait beaucoup de tableaux, mais il les finissait rarement. Vasari, lui, a réalisé le fameux plafond de la salle. Sur l'un des tableaux, il est possible de trouver la phrase « cerca trova » qui signifie « cherche et trouve ». Pour certains historiens, cela signifie que Vasari a peint sur le tableau de Léonard de Vinci la bataille d'Anghiari et que c'est un petit indice pour la trouver. Cette salle illustre parfaitement la puissance militaire de la cité de Florence. Par la suite, j'ai pu rentrer dans le studiolo de François Ier de Médicis. C'était là qu'il travaillait, c'était son cabinet de travail. Et cette petite salle est directement liée par un escalier à celle des 500. C'est juste magnifique à l'intérieur et il faut rentrer en petits groupes pour préserver ce lieu. Lorsque l'on continue la visite, il est possible de rentrer dans un certain nombre de salles particulièrement riches, avec des fresques qui sont omniprésentes. La plupart ont été réalisées par Vasari. Il y a notamment une fresque particulièrement belle de la naissance de Vénus. Et c'est vrai que le problème avec ce peintre, c'est qu'il est sous-coté. Parce que la plupart des gens n'ont Dieu que pour Michel-Ange, qui reste un génie artistique incontestable, mais ils ont tendance à oublier Vasari, qui était un proche des Médicis. Il avait écrit en 1550 les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, où il rendait hommage à la plupart des artistes de son époque, et c'est aussi lui qui a utilisé pour la première fois le terme de Renaissance. La plupart de ces fresques représentent surtout des scènes issues de la mythologie et non pas des scènes issues de la Bible. Je continue alors ma visite et j'arrive au second étage dans une salle que je voulais absolument voir, parce qu'il y a le masque mortuaire d'une personnalité que j'affectionne particulièrement d'un point de vue littéraire. Son nom, Dante Alighieri, né en 1265 et mort en 1321. Il est probablement le plus grand poète que l'Italie n'a jamais porté. Dante, c'est aussi l'auteur de la Divine Comédie, un ouvrage majeur que vous devez absolument lire, dans lequel il évolue avec Virgile au sein de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Plus loin dans la vidéo, je reviendrai sur la vie mouvementée de Dante et de son rapport à Florence. Il ne s'agit pas du véritable masque mortuaire de Dante, puisque le véritable a été perdu et il a été fait en cire, mais il s'agit d'une reproduction de ce dernier, fait en plâtre. En plus de la lecture obligatoire de la Divine Comédie, qui devrait d'ailleurs normalement être enseignée dans toutes les écoles de France et de Navarre, je vous conseille la lecture de Inferno, un roman de Dan Brown. Alors là, on est plus sur quelque chose de l'ordre de la culture populaire, mais c'est un très bon roman d'aventure qui se déroule à Florence et dans la plupart des lieux que je vous ai montrés dans cette vidéo. Mais je dois également vous parler de Nicolas Machiavel, l'auteur du Prince, dédicacé à Laurent de Médicis, dit le Magnifique.
Machiavel est probablement l'auteur qui m'a le plus influencé dans ma pensée parce que je le trouve particulièrement pragmatique et réaliste. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Machiavel n'était pas un sombre connard, c'était quelqu'un qui était profondément humaniste et qui était très inquiet par exemple de la pauvreté qu'il y avait dans la ville de Florence. Parce qu'en réalité, quand on lit bien Machiavel, on se rend compte qu'il prône pour un État fort, mais qui est au service des petites gens, et que cet État doit mettre en place parfois une raison d'État pour mieux consacrer son pouvoir et assurer surtout la sécurité de ses citoyens. C'est un auteur qu'il faut lire parce qu'il est juste brillant. Dans la salle dédiée à Machiavel, il y a donc son portrait et son buste en bois, et à ce moment-là de la visite, il y avait une jeune étudiante qui était en train de restaurer une carte. Cela s'explique par le fait qu'à côté de la salle dédiée à Machiavel, il y a la salle des cartes. Quand on rentre dans cette dernière, il y a des cartes de la plupart des pays européens. Alors on retrouve l'Espagne, la France, il y a également l'Angleterre et l'Allemagne, mais il y a aussi des pays comme l'Iran, ce qui est plutôt extraordinaire du fait que la distance entre les deux pays reste assez importante de base et d'autant plus à l'époque. Et ce qui est très drôle, c'est que la plupart de ces cartes ne sont absolument pas à l'échelle. Mais même si elles ne sont pas à l'échelle, eh bien on ne peut que constater que c'est plutôt du bon travail, surtout sur la carte de l'Italie, parce que malgré tout, les proportions sont respectées. Même si c'est pas parfait, au regard de l'époque, ça reste extraordinaire. Dans cette même salle, ils étaient également en train de restaurer un globe immense. Après ma visite du Palazzo Vecchio, je suis allé dans un endroit qui a attiré l'attention de la plupart d'entre vous. Il s'agit de l'enseigne de vêtements pour hommes Guteridge que l'on retrouve dans la plupart des grandes villes italiennes. Il y a 3 caractéristiques au magasin Guteridge. Déjà, c'est beau à l'intérieur, les habits sont particulièrement classe avec des vestes, des chemises, des pantalons habillés et surtout, c'est vraiment pas cher. J'ai fait quelques achats, notamment un par-dessus qui va m'être fort utile pour l'hiver. J'aimerais beaucoup qu'en France, il y ait des initiatives de ce type avec des magasins qui copient l'identité propre à Guteridge et qui proposent des vêtements classe pour pas cher. De toute façon, en règle générale, les Italiens s'habillent mieux que les Français, c'est ce que j'ai pu constater tout au long du voyage. Cette boutique se trouve à côté du Ponte Vecchio. Bon les barons, juste derrière moi, le Ponte Vecchio qui signifie vieux pont en italien. C'est un lieu emblématique de Florence, mais aussi du jeu Assassin's Creed 2 avec Ezio. Vous devez connaître, c'est un classique. Le Ponte Vecchio traverse l'Arno. Il date de 1335. Avant cette date, le pont a été fait exclusivement en bois. C'est le lieu de prédilection des orfèvres ou autres bijoutiers dans la ville, puisque à même le pont, il y a un certain nombre de boutiques de luxe qui vendent des bijoux d'une très grande qualité. Après avoir marché sur le Ponte Vecchio, je me suis dirigé vers la galerie de l'Académie et pour ça, je suis passé de nouveau devant la cathédrale. Et c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point à chaque fois qu'on la regarde de nouveau, quand on passe devant, on peut noter toujours des détails en plus et des choses que l'on n'avait pas vues lors de les précédentes fois. La galerie de l'Académie date de 1562. C'est un musée emblématique de Florence qui est juxtaposé à l'Académie des Beaux-Arts. Dans la première salle, il est possible de retrouver l'enlèvement des Sabines, une sculpture de Jean Bologne. Il y a également un certain nombre de tableaux de maîtres, notamment de Botticelli ou encore Lippi, qui représentent des scènes issues de la Bible. Mais en réalité, la plupart des touristes qui se rendent dans le musée de l'Académie viennent pour admirer une œuvre en particulier. Vous connaissez son nom, il s'agit du David de Michel-Ange. Le David de Michel-Ange a une sacrée histoire et il convient de s'attarder sur ce dernier et sur les nombreux détails qu'il y a dans cette sculpture. Bon, déjà, elle fait 5,17 mètres sans le piédestal et elle a été réalisée par Michel-Ange entre 1501 et 1504. Il faut savoir que, de base, le bloc de marbre dont est issu le David était de très mauvaise qualité. Personne ne le voulait, mais Michel-Ange n'en démordait pas. Il savait qu'à l'intérieur de ce bloc de marbre, il y avait son fameux David. C'est une œuvre qui est bien sûr magistrale, mais quand elle a été placée devant le Palazzo Vecchio, sur le trajet, un grand nombre de Florentins ont jeté des pierres sur le David car ils étaient agacés des dépenses qui étaient allouées à des œuvres d'art et non pas à la gestion de la ville.
Selon certains experts, le David a 3 défauts, des mains un peu disproportionnées, il y a la jambe droite qui est soutenue par un morceau de marbre qui est censé être une souche d'arbre, et enfin au sommet de la tête, il y a un endroit qui n'est pas fini au niveau des cheveux, car c'était la fin du bloc de marbre. Après avoir admiré le David, je suis parti au restaurant et j'ai admiré une bonne entrecôte que j'ai dégustée avec plaisir, puisqu'à Florence, il y a un certain nombre de restaurants qui sont spécialisés dans de la viande de très grande qualité. Je suis donc allé à la Trattoria d'Aloste, qui fait partie d'une franchise de restaurants qui sont classés parmi les 100 meilleurs restaurants de viande du monde. C'est dire. Alors, il fallait réserver parce que c'est toujours pris d'assaut. Le restaurant est plein chaque soir parce qu'il y a des viandes assez rares qui viennent de pays assez diverses et variés, notamment du Japon, puisqu'il y a de la viande de Kobe. Et j'ai pris une entrecôte. Alors attention s'il y a des végans qui regardent cette vidéo, parce que si vous fixez l'entrecôte plus de 10 secondes, vous allez vous transformer en pierre. Donc je ne serai pas responsable de ceci. Bref, vous devez absolument aller dans ce restaurant parce que vous allez vous barder. Le lendemain matin, je suis allé visiter le palais Pitti. Ce dernier date de 1458. Il était de base la résidence de Luca Pitti, un banquier florentin extrêmement riche. Le style de la façade est bugnato, avec des pierres visibles apparentes. Le bâtiment se veut austère, mais à la fois symbole de puissance. En 1549, la famille Médicis rachète le palais et sous l'ère de la famille, il devient le lieu de l'exercice du pouvoir politique, remplaçant ainsi le Palazzo Vecchio. Mais c'est un autre personnage illustre qui vivra dans ces lieux, puisque Napoléon Ier va faire du palais un lieu de prise de décision politique et un pied-à-terre en Italie. Toutefois, en 1919, le roi Victor Emmanuel III va ouvrir les portes du palais, le transformant en galerie d'art, puisque l'on retrouve dans l'enceinte du palais Pitti la galerie Palatine ainsi que la galerie d'art moderne. Ainsi, dans le palais Pitti, il est possible d'admirer une très importante collection d'œuvres d'art accumulées pendant des siècles, notamment par les Médicis. Il y a par exemple des œuvres de Rubens, du Caravage ou encore de Raphaël. En tout, il y aurait plus de 500 peintures dans les différentes galeries du Palais Pitti. D'ailleurs, le Palais Pitti est considéré comme un véritable coffre-fort tant la collection est d'une richesse absolue, sans oublier les différents ornements des salles qui composent le palais. Dans l'une des premières salles du palais, celle dite de l'allégorie, il est possible de voir une sculpture représentant Michel-Ange enfant, lui-même en train de sculpter. Il s'agit d'une œuvre assez récente qui date de 1868, qui fut réalisée par Emilio Zocchi. Une copie se trouve en France dans le parc du château de Bécon. Cette œuvre souligne à quel point Michel-Ange était un génie artistique dès son plus jeune âge. J'ai ensuite continué ma visite dans les différentes salles du palais qui prennent systématiquement des noms de divinités. Il y a alors la salle de Vénus, d'Apollon, de Mars, de Jupiter et encore de Saturne. De mon avis personnel, il y a une salle que j'ai particulièrement appréciée. Il s'agit de celle dédiée à Hercule qui reprend des grands passages de sa légende, émanant parfois de ses 12 travaux. Il y a notamment une peinture d'Hercule bébé tuant les serpents envoyés par Héra directement dans son berceau, puisque cette dernière était jalouse de l'infidélité de Zeus. Il y a également une peinture représentant Hercule affrontant le centaure, alors qu'Hercule porte encore la peau du lion de Némée. Après la salle dédiée à Hercule, je suis tombé sur une curiosité puisqu'il s'agit de la salle de bain privée de Napoléon Bonaparte qui a vécu au sein du Palais Pitti. En tout cas, si vous visitez Florence, c'est absolument obligatoire de se rendre au Palais Pitti, c'est un lieu incontournable, vous ne pouvez pas aller à Florence et ne pas le visiter, c'est pas possible. Et surtout, ce qui est assez extraordinaire avec ce lieu, c'est que de l'extérieur, il paraît assez austère, vide, voire triste, et à l'intérieur, on ne peut que constater qu'il y a une collection d'une richesse infinie. Donc allez-y, je vous en conjure. Après ma visite du Palais Pitti, je me suis rendu dans le jardin de Boboli qui se trouve juste derrière l'édifice. Il est juste immense, avec plus de 45 000 mètres carrés de superficie totale. Initialement, le jardin de Boboli a été façonné pour Éléonore de Tolède, la femme de Cosme Ier de Médicis. Mais le jardin étant immense, nombre d'architectes se sont succédés pour le terminer, comme Niccolo Tribolo et Bartolomeo Amanati. Ce qui est assez agréable avec le jardin de Boboli, c'est que c'est une sorte d'écrin au beau milieu de la ville. Il règne dans ce jardin une sérénité et un calme presque indescriptibles, et il y a également une vue panoramique de Florence,
où il est possible d'admirer le magnifique dôme de la cathédrale. Donc vraiment, c'est absolument à faire, d'autant plus qu'il y a de nombreuses fontaines, arbres fruitiers, également des sculptures. Malheureusement, quand je l'ai visité, il faisait vraiment très chaud, donc pensez à prendre de l'eau, surtout si vous le visitez en été. Dans le jardin de Boboli, il y a également quelque chose qu'il faut absolument faire. Malheureusement, c'était fermé pendant que je l'ai visité. Il s'agit de la grotte de Buontalenti. Je ne vous en dis pas plus. Il s'agit en somme de grottes que l'on retrouve dans la plupart des jardins à l'italienne. C'est assez unique en son genre et c'est même étrange. Après les jardins de Boboli, je me suis rendu à la basilique Santa Corse. Elle a la particularité d'avoir en son sein un certain nombre de personnalités qui y reposent. Sur le parvis de la basilique Santa Corse, il y a une magnifique sculpture de Dante. En plus d'être un poète de talent, Dante était également très investi dans la vie politique de Florence. Malheureusement, suite à la prise de la ville par Charles de Valois, Dante est condamné à l'exil, du fait de ses alliances politiques. Il va vivre alors pendant un temps à Vérone, puis à Sienne, mais il termine sa vie à Varennes, où il meurt de la malaria le 14 septembre 1321. Il y a un sarcophage pour lui dans la basilique, mais la ville de Ravenne refuse de transmettre la dépouille de Dante à Florence puisqu'il a été banni de cette dernière. Comme souligné précédemment, il y a dans la basilique certaines grandes figures de l'histoire qui sont enterrées. Par exemple, à droite de l'entrée repose le savant Galilée. On retrouve logiquement sur le monument un globe, puisqu'il avait prouvé que la Terre était ronde. Toutefois, le mausolée date de 1736, car l'Église ne voulait pas de ce dernier, du fait des théories de Galilée qui allaient à l'encontre de certaines thèses religieuses. Juste en face de la tombe de Galilée repose un autre homme d'exception, Michel-Ange. Initialement, ce dernier était enterré à Rome car il a passé la fin de sa vie dans cette ville. Toutefois, son neveu a ramené la dépouille à Florence contre l'avis même du pape. Sur le tombeau, il y a un buste qui représente le défunt à un âge avancé, ainsi qu'une vierge à l'enfant. Le tombeau a été dessiné par Vasari, qui admirait profondément Michel-Ange. Lors du retour du corps à Florence, des funérailles grandioses ont été organisées par la ville, en hommage à cet artiste unique. D'ailleurs, la tombe est une véritable œuvre d'art digne de Michel-Ange. À gauche de Michel-Ange repose un autre Florentin que j'ai déjà cité dans cette vidéo. Nicolas Machiavel est en effet inhumé dans la basilique. Sur la tombe, il y a l'allégorie de la diplomatie qui tient son portrait. Il y a également des livres et une épée, symbole de la juste mesure entre l'usage de la force et du savoir. Sur la tombe, il est possible de lire l'inscription « Pour un homme si grand, aucun éloge est suffisant ». Si tu as ça sur ta tombe, tu peux dire que tu as clairement réussi ta vie. Enfin, je passe devant le cénotaphe de Dante. Comme dit précédemment, il ne repose pas dans ce dernier puisque sa dépouille se trouve à Ravenne. Il y a sur le tombeau l'allégorie de la poésie qui pleure et la sculpture sur la gauche représente, elle, l'Italie. Enfin, au sommet, il y a une sculpture de Dante, pensif, avec sa célèbre coiffe de laurier. La basilique en elle-même est un lieu unique, c'est très calme, c'est très beau et cette visite m'a profondément marqué dans la mesure où c'est très rare de se retrouver dans un lieu où reposent autant de personnalités aussi illustres, que ça soit Machiavel, Michel-Ange ou bien encore Galilée. Et quand on se retrouve devant la tombe de ces derniers, on a envie d'une part de rester humble et surtout cela donne une motivation immense. Ce qui est intéressant devant ces tombeaux, c'est que ces personnes-là sont rentrées dans l'histoire parce qu'elles ont mené des actions qui résonnent encore aujourd'hui et cela motive d'autant plus. Pour mes dernières heures dans la ville, je décide d'aller visiter la Galerie des Offices qui est un musée au cœur de Florence d'une richesse extrême. Pour la petite anecdote, je n'avais pas le droit de filmer à l'intérieur, ce qui se base sur aucune raison liée à la conservation des œuvres, puisque par exemple au Louvre on peut filmer sans aucun problème, mais malgré cela j'ai pu prendre quelques vidéos en cachette, car je pars du principe qu'il ne faut absolument pas cacher la culture. Ce qui est bien entendu véritablement dommage du fait qu'il y a des trésors dans ce musée. Alors pour la petite anecdote, à l'époque à Florence on peignait les portraits toujours de profil parce que c'était une démonstration de force, de puissance, comme sur les pièces de monnaie, et c'est à partir de Léonard de Vinci qu'il y a eu la mode des portraits faits de face. La Galerie des Offices est le lieu de prédilection pour voir des œuvres de Botticelli, comme notamment Le Printemps, qui est une représentation de la ville de Florence, même si de nombreux spécialistes n'arrivent pas encore aujourd'hui à déterminer et décrypter tous les symboles qu'il y a dans cette peinture. Dans la même galerie, il y a également la naissance de Vénus, scène extraite de la mythologie. La plupart des femmes sur les tableaux de Botticelli sont inspirées d'une seule, Simonetta Vespucci, la femme que tout le monde désirait à l'époque dans Florence.
Malheureusement, cette dernière est décédée subitement à l'âge de 23 ans des suites d'une pneumonie. Enfin, il y a une dernière curiosité, le corridor de Vasari qui part du Palazzo Vecchio pour rejoindre le Palais Pitti et qui passe par le Ponte Vecchio. Il fait en tout 1 km et ça permettait à la famille Médicis de pouvoir passer du Palazzo au Palais Pitti sans risquer pour leur vie, que ce soit par le biais d'agressions ou d'attentats diverses. C'est alors que mon voyage prend fin, je passe devant des œuvres de Léonard de Vinci ou encore de Michel-Ange et je décide de me rendre vers la maison de Dante pour conclure ces 2 magnifiques voyages qu'ont été à la fois Venise et Florence. Bon les barons, je me trouve devant la maison de Dante ici à Florence. C'est là que je vais terminer ce second épisode des Aventures du Doc, que ça soit celui de Venise ou de Florence. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. Et on se dit à très vite pour de nouvelles analyses et aussi de nouvelles aventures du Doc. C'était le Doc. Ciao les barons.